Eh bien, bonsoir à tous. Eh bien, bonsoir. Et merci d'être là. Nous voilà donc arrivés au printemps. Et nous commençons cette conférence par une injonction qui n'existe pas du tout encore en français. Mais comme le temps est au renouveau, alors ce soir, allons-y, télépatons. Conjuguons le verbe télépathé pour en découvrir toutes les déclinaisons au-delà de ce que nous croyons savoir sur la télépathie, qui, elle, a déjà largement sa place donc dans le dictionnaire. Certes, télépather nous invite à prendre contact les uns avec les autres, à nous relier, mais pas seulement. Comme nous allons le voir, la télépathie est un phénomène d'une étonnante richesse, et nous vivons beaucoup de choses chaque jour qui sont en réalité du domaine de la télépathie. C'est pourquoi la conférence de ce soir, pas toujours facile, va nous demander de laisser de côté tout ce que nous croyons savoir sur la télépathie, pour découvrir justement les autres domaines. En effet, elle est souvent considérée comme un moyen d'échange instantané et en tout lieu entre des personnes. Elle a beaucoup occupé les chercheurs vers le milieu du XXe siècle, lorsque la technique n'en était encore qu'au téléphone fixe et au télégraphe. Mais à l'heure des téléphones portables, à l'heure des SMS et d'Internet, quel peut bien être l'intérêt de la télépathie ? À l'heure de la communication superficielle et rapide, télépather n'est plus vraiment considéré comme un domaine de recherche éminent. Être télépathe ne semble pas être spécialement une qualité d'avenir. Et d'ailleurs, les films de science-fiction préfèrent généralement faire appel à des gadgets de communication sophistiqués plutôt qu'à la télépathie. Hormis chez certains Jedi dans Star Wars. Mais dans ces films, il faut quand même noter que les Jedi sont présentés comme les héritiers d'une très ancienne tradition, comme les détenteurs d'une connaissance fondamentale reliée à la conscience, mais qui est éclipsée peu à peu par la modernité technologique. Bye bye la télépathie. Pourtant, l'humanité est déjà télépathe sans le savoir, sans en être consciente, même si parfois on s'amuse au quotidien de certaines synchronicités qu'on attribue au hasard. En fait, ce soir, nous allons donc chercher avant tout à repérer cette qualité à l'œuvre, à en discerner tous les aspects, et surtout à comprendre l'importance de la développer consciemment sur les plans les plus subtils. Car devenir télépathe, au sens mental du terme, comme on va le voir, ça nécessite un apprentissage, un entraînement et de la persévérance. Alors la télépathie supérieure deviendra une qualité naturelle et généralisée, mais pas avant quelques siècles. En tout cas, actuellement, faute d'un développement mental suffisant, et faute de connaître réellement l'ampleur de ce phénomène, sa place, sa fonction dans toutes les relations, nous la considérons comme un caractère mineur de l'humanité, alors qu'en fait c'est une des clés fondamentales de son évolution. Et puis on peut aussi s'interroger ce soir sur le rapport entre la télépathie et notre thème annuel sur les rendez-vous du service, tant il semblerait qu'on puisse servir sans être télépathe. Bon. Alors c'est vrai que si nous étions tous télépathes, nous pourrions tous comprendre ça en un claquement de doigts. Et il n'y aurait absolument pas besoin de longues explications, et cette conférence deviendrait tout à fait inutile. Bon, mais comme ce n'est pas le cas, nous allons donc voir ce soir à quel point la télépathie va concourir au service et à l'évolution globale de l'humanité. Alors qu'est-ce que la télépathie ? On pourrait commencer par la définir simplement comme une capacité de recevoir et de transmettre à distance des vibrations, des énergies et des informations. Évidemment, ça semble impossible à tous ceux qui n'ont du monde qu'une représentation formelle et pour qui seul compte l'apparence. Mais si nous nous aidons du regard de la physique moderne, qui affirme que tout est énergie, y compris nous-mêmes, et en plus si nous gardons présent à l'esprit la fameuse phrase occulte qui déclare que nous sommes des énergies manipulées par des énergies et cherchant à manipuler des énergies, alors la transmission d'informations à distance, ça n'a plus rien d'étonnant, ça paraît tout à fait normal. Mais pour comprendre comment fonctionne ce principe de communication, il est nécessaire de préciser auparavant
un paramètre indispensable et qu'on ne prend pas généralement pas assez en compte. Ce paramètre, c'est le champ éthérique, qu'on appelle aussi, au niveau individuel, pour chacun d'entre nous, on l'appelle le corps éthérique. Il faut bien comprendre que l'univers est un immense champ éthérique dans lequel s'interpénètrent les champs éthériques propres à chaque forme. Ainsi, le champ éthérique des galaxies est une certaine densification du champ éthérique global. À l'intérieur de chaque galaxie, chaque système solaire, à son tour, est une certaine concrétisation du champ de la galaxie. Et puis, à l'intérieur de ce système solaire, eh bien, on a un nouveau champ éthérique qui est une certaine concrétisation, donc dans lequel se trouvent toutes les planètes. Et ceci, donc, jusqu'à notre planète Terre, par exemple, jusqu'à l'infiniment petit, puisque ça descend comme ça jusqu'en bas. Et donc, comme nous pouvons le voir, en fait, le champ éthérique est le lien universel qui interpénètre tout en fractal. Donc, physiquement, nous vivons sur la planète Terre, séparés les uns des autres par des espaces. Mais énergétiquement, nous vivons au sein du corps éthérique de la planète, en totale interconnexion ensemble et avec tout ce qui vit. Et là, il n'est plus question ni de séparation ni d'espace. Donc le champ éthérique est une trame universelle, une matrice sur laquelle vit tout ce qui existe. Il est le véhicule de tous les états de conscience, quels qu'ils soient. Et il relie l'essentiel à l'existentiel, et il relie naturellement toutes les existences entre elles. En fait, il est le fondement même de la non-séparativité. Le champ éthérique est une trame universelle, donc composée de lignes de force entrelacées, en mouvement et en changement perpétuel. Et la circulation d'énergie se fait à la manière d'un circuit électrique, par des échanges qui courent entre polarités plus et moins. Et pour bien comprendre cette circulation, comparons justement avec ce qui se passe en électricité. Dans un circuit électrique, on sait que c'est le déplacement des électrons qui produit le courant électrique, en circulant depuis le pôle négatif vers le pôle positif. Mais il ne faut pas croire que le courant est dû à un électron qui se déplace très très vite du pôle moins au pôle plus. Ah non, non, non. Le courant électrique, c'est un frémissement global des électrons, des atomes présents dans le circuit. Et le mouvement des charges négatives se transmet d'atome à atome tout au long du circuit. C'est comme si les électrons jouaient du coup en disant « passe à ton voisin, passe à ton voisin, passe à ton voisin, passe à ton... » Et en fait, ils ne se déplacent pas, c'est un passe à ton voisin extrêmement rapide. On pourrait dire aussi, pour prendre une autre comparaison, que ça se passe un petit peu à la manière d'une onde ou d'une vague qui peut se propager très rapidement dans l'eau. Mais en réalité, sans que la moindre goutte d'eau ne se déplace. Ça monte, descend, mais ça ne se déplace absolument pas. Et pourquoi est-ce que l'électricité se déplace alors aussi vite ? C'est tout simplement parce que les électrons, eux, ne se déplacent pas vite, mais leur message, oui. Leur énergie se transmet extrêmement rapidement de proche en proche, puisque ça avoisine la vitesse de la lumière. Voilà pourquoi la vitesse de l'électricité est extrêmement rapide. Simplement par ce passe à ton voisin qui se passe d'une manière vraiment très très rapide. Alors, au sein du champ éthérique global, parce que c'est là que nous venons en venir, au sein du champ éthérique global, on va retrouver ce processus de circulation de l'information de proche en proche. Mais dans ce champ qui emplit l'univers, la différence avec l'électricité, c'est que la transmission se fait instantanément et non à la vitesse de la lumière. C'est un passe à ton voisin qui se fait d'un coup à tous les voisins sans aucune notion de temps, sans aucun décalage. Et ça change tout par rapport à la circulation de l'électricité, qui, à la dimension de l'univers, finalement, circule très lentement. Là, vous voyez, c'est la vitesse instantanée. Et donc, ce fonctionnement va donner naissance, propre au corps éthérique, qui est le concept d'omniprésence. Le concept d'omniprésence qui caractérise le champ éthérique, parce que tout ce qui se vit, tout ce qui passe par lui, et l'information alors disponible sur l'entièreté du réseau, devient accessible à toute entité capable de la percevoir, de la décoder et de la reconnaître. Grâce au champ éthérique, tout ce qui se passe pour chacun dans l'ici et maintenant s'avère d'un seul coup disponible toujours et partout sur l'entièreté de la trame. Et c'est ce qui explique le mystère de l'intrication en physique quantique.
En effet, en physique quantique, on sait que lorsque deux particules ont été mises en présence l'une avec l'autre, puis éloignées à de grandes distances, elles restent appariées. Elles continuent de ne faire qu'un malgré la distance, même si celle-ci est absolument immense. L'information qui touche l'une des particules est ressentie instantanément par l'autre. C'est un des grands mystères de la physique quantique. C'est comme si elles restaient en contact, quelle que soit la distance qui les sépare. Eh bien, le champ éthérique, c'est un lien universel sur lequel voyage l'information à la vitesse de la conscience, à savoir à la vitesse de l'immédiateté et de l'instantanéité. C'est une chose difficile à réaliser, tant nous sommes captifs du monde des apparences et de notre rapport au temps. Mais l'existence du champ éthérique rend compte d'un nouveau sens du toucher par-delà le temps et l'espace. Donc, la télépathie résulte du fonctionnement du réseau éthérique par lequel toutes les informations transitent. Ce réseau contient toutes les informations universelles et particulières, et donc elles peuvent être décodées et utilisées par tous ceux qui sont en capacité de les lire. Parce que même s'il est en libre accès à tous, le sésame, pour pénétrer quand même ce réseau, c'est un sésame de conscience. Si toutes les informations sont présentes, nous n'avons pas forcément les capteurs pour les lire. Et ce n'est qu'en élevant notre taux vibratoire que nous aurons progressivement accès aux informations les plus subtiles, c'est-à-dire celles qui préparent demain. Alors toutes ces explications sur le champ éthérique sont importantes, parce que justement, il est à la cause à la fois de la télépathie et de l'intrication quantique. C'est donc deux domaines différents et une même cause. Si bien qu'on pourrait rassembler cela en disant la télépathie est à la conscience ce que l'intrication est à la physique quantique. Finalement, vous voyez le même phénomène dû au corps éthérique. La télépathie ne se résume donc pas, comme certains le pensent, à envoyer une information d'un point A à un point B. Mais ça permet de pénétrer les sources d'informations universelles accessibles pour peu que soient développées les qualités indispensables pour être en mesure de les traduire. Évidemment, il va sans dire que nous n'y sommes pas encore. Ceci dit, compte tenu de nos âges de conscience, c'est peut-être d'ailleurs préférable, parce que si toutes nos pensées, toutes nos réactions émotionnelles étaient en libre service, en libre lecture pour tous, le monde serait en guerre permanente. Donc il est indispensable que les hommes gagnent en sagesse et en impersonnalité pour que l'accès libre à ces informations puisse être bénéfique à l'évolution commune. Donc la télépathie, ça n'est pas un moyen interpersonnel pour s'envoyer des informations à caractère privé. Pour ça, le mieux, c'est encore le téléphone ou le SMS. Donc c'est l'outil de lecture du corps éthérique cosmique à utiliser en conscience de groupe, à usage des groupes. Voilà pourquoi il revêt tant d'importance dans le service du monde. Et évidemment, on va y revenir. Alors, au sein du champ éthérique universel, tous les niveaux de conscience sont présents et s'expriment. Tout est affiché. Voilà pourquoi il existe autant de formes de télépathie que de niveaux de conscience. Alors, avant d'en arriver aux formes supérieures de télépathie, qui nous intéressent plus particulièrement ce soir, voyons celles qui fonctionnent déjà entre les individus. Tout d'abord, commençons par la télépathie la plus simple, celle qui transmet des comportements instinctifs. C'est un fonctionnement télépathique dont nous n'avons pas toujours conscience, mais que nous pouvons pourtant facilement voir à l'œuvre, en observant par exemple les mouvements synchronisés des vols de milliers d'oiseaux en même temps. C'est absolument prodigieux de voir ces vols de masse. On se demande, mais qui c'est qui envoie l'ordre? Pourquoi est-ce qu'il est suivi aussitôt avec si peu d'erreurs, même pas du tout d'erreurs? C'est absolument extraordinaire. Ou bien on peut voir ça aussi avec les bancs de poissons, qui font exactement le même genre de choses. Donc c'est intéressant de voir que tous ces poissons qui se déplacent serrés les uns contre les autres, qui ne se rentrent pas dedans, et comme s'ils étaient mus par une seule et même intention. C'est une forme de télépathie instinctive. C'est que d'un seul coup, l'information parvient en même temps à tous les individus de ce groupe ou de ce banc de poissons, si bien qu'ils réagissent tous exactement en même temps, sans le moindre décalage. C'est une forme de télépathie. Et donc, on peut la retrouver aussi naturellement, mais c'est moins spectaculaire, mais chez les végétaux.
qui informent leurs congénères d'un danger. Alors officiellement, comme les gens n'ont pas encore bien réalisé qu'il y a le corps éthérique, officiellement les végétaux préviennent d'un danger par la voie des airs en envoyant quelques informations, ou bien par des voies racinaires, on dit qu'ils préviennent aussi. Bon, d'accord, ça peut venir en complémentaire, mais il faut bien se rendre compte que fondamentalement, toutes les informations parviennent immédiatement, sans le moindre délai, c'est plus difficile à expériencer, mais pourtant on pourra le vérifier, par la voie du corps éthérique. Et qui se passera vraisemblablement de la même manière au niveau minéral. Mais alors là, pour le démontrer, ce sera encore beaucoup plus difficile. Mais vraiment, pour vous montrer à quel point le corps éthérique, vraiment, c'est l'unificateur de tous les comportements instinctifs, donc au niveau de tous les règnes. Et chez les humains, on peut retrouver aussi ce fonctionnement instinctif irraisonné, par exemple dans les mouvements de foule, ou bien dans le lien très particulier qui unit pendant un temps une mère à son bébé. Même si dans ces deux derniers cas se mêle aussi une certaine télépathie émotionnelle. Ah, justement, la télépathie émotionnelle, c'est celle que nous côtoyons le plus, et c'est celle que nous reconnaissons dans de très nombreuses occasions de la vie. Elle nécessite pour fonctionner un rapport affectif puissant. Voilà pourquoi ça marche très très bien entre des animaux domestiques et leur maître. Et de nombreuses expériences ont mis en évidence la réalité de ce contact. Et d'ailleurs, ça a débouché sur ce qu'on appelle la communication intuitive avec les règnes subhumains. Et puis, entre humains, nous connaissons bien aussi cette télépathie, parce que nous l'expérimentons régulièrement au quotidien. Et là encore, ça se passe le plus souvent entre des individus liés affectivement. Il n'est pas rare qu'une personne décroche le téléphone au moment où l'autre l'appelle, qu'on reçoive un SMS de la personne à laquelle on pense, ou qu'on prenne la parole en même temps pour dire la même chose. Ces apparentes synchronicités sont une expression de la télépathie émotionnelle à laquelle nous sommes sensibles et que nous repérons bien. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Avant tout, que la télépathie est une histoire de rencontres et d'accords vibratoires. Sur un réseau où seules les impressions accordées à notre propre taux vibratoire du moment sont disponibles. J'insiste bien sur nos propres taux vibratoires du moment. Parce que, évidemment, selon le moment, selon les journées, on change de taux vibratoire et on peut avoir accès à d'autres informations. Et c'est la raison pour laquelle nous ne repérons à un moment donné que ce que nous sommes en capacité de sentir et de reconnaître. Il y a constamment de multiples influences qui nous traversent et que nous sentons, mais que nous ne reconnaissons pas forcément. Cet accord vibratoire inconscient, par exemple, explique pourquoi nous pouvons parfois être parcourus par des vagues de tristesse, de colère ou de joie, sans toujours en comprendre l'origine. Juste avant d'apprendre qu'une personne dont nous sommes proches est en train de vivre exactement ces mêmes émotions. Ou alors, d'une manière générale, il suffit d'avoir un échantillon d'un état émotionnel pour que celui-ci s'accorde immédiatement à des informations similaires au sein du réseau et que ça communique. On comprend bien dès lors l'importance qu'il y a à développer notre discernement pour ne pas se laisser noyer ou influencer inconsciemment par ces vagues qui circulent sur le réseau éthérique. Généralement, vous voyez, nous n'identifions pas tous ces phénomènes fréquents. On ne les enregistre pas comme des mouvements télépathiques. Et pourtant, tous les états de conscience qui parcourent les terres nous impressionnent, nous impactent et nous conditionnent. Et si nous réagissons souvent aux plus denses, c'est que nous ne sommes pas encore outillés pour reconnaître les plus subtils. Alors, par le biais du champ éthérique, nous recevons sans cesse les informations qui circulent autour de nous, dans notre quartier, dans notre pays, et au-delà, bien sûr, sur l'ensemble des plans de la manifestation. Ce que vit le monde transite en permanence par le réseau éthérique dans lequel nous nous mouvons. Mais notre sensibilité est encore quelquefois rudimentaire. Nous réagissons quand même plus spécifiquement aux informations générées par les sources qui nous sont proches. Mais lorsque nous aurons développé nos sens subtils, toutes les informations pourront être reconnues, donc triées, priorisées, relayées ou transformées. La reconnaissance et l'utilisation de la télépathie, en fait, c'est uniquement une question de développement de la sensibilité, qui, rappelons-le, est en rapport avec nos 7 sens, c'est-à-dire les 5 sens traditionnels, plus le mental, le 6e sens, et l'intuition, le 7e sens. Mais
On va y revenir un petit peu tout à l'heure. Alors, après la télépathie instinctive, la télépathie émotionnelle, évoquons à présent celle à laquelle s'initie de plus en plus l'humanité, la télépathie mentale. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme la télépathie est un processus d'accord vibratoire, de syntonisation automatique avec ce que nous vivons, de ce que nous vivons intérieurement avec le champ éthérique. Il est évident qu'au fur et à mesure de notre évolution, nous nous syntonisons de moins en moins avec ce qui est instinctif et purement émotionnel pour tenter de nous accorder de plus en plus au mental et au monde des idées. Et d'ailleurs, c'est ce même processus qui, au cours de l'évolution, va nous amener à nous désintéresser de la télépathie mentale concrète pour nous accorder avec les zones de l'âme et du mental abstrait. En fait, c'est un accord automatique qui se réalise selon notre centre d'intérêt et selon notre polarisation. Donc, à mesure que l'humain développe le mental, il devient de plus en plus sensible aux divers courants d'idées et d'idéaux qui circulent sur le réseau éthérique. Il y devient sensible parce que, comme on vient de le dire, le mental est un sens. La circulation des idées s'accroît. Et l'opinion publique est une résultante de cette télépathie qui marie la télépathie émotionnelle et celle des niveaux concrets du mental, et avec laquelle la majorité des individus entrent en syntonie vibratoire. Les humains croient bien souvent être libres de penser ce qu'ils veulent, sans réaliser à quel point ils sont influencés par tout ce qui se dit, se pense autour d'eux, et sans réaliser combien ils participent au courant d'idées ou d'idéaux, qu'ils soient progressistes ou conservateurs, peu importe. C'est intéressant de voir que c'est cette télépathie mentale qui a permis l'émergence depuis une quarantaine d'années de quelque chose de tout à fait nouveau qu'on appelle les mouvements. Cette nouveauté dans le paysage politique, il y a une quarantaine d'années effectivement, a beaucoup interrogé à l'époque. Parce que pour la première fois, semblait naître spontanément, à divers endroits du monde, des mouvements, sans aucune structure, sans organisation, sans leader, sans porte-parole particulier. Qu'il s'agisse de mouvements paysans, qu'il s'agisse de mouvements pour la paix, ou plus actuellement de mouvements par rapport à l'écologie, etc. Eh bien, tous ces, ou les mouvements d'indignés à une certaine époque, les participants ne passent plus du tout par les zones de transmission habituelles. Ils ne passent plus par les partis, ils ne passent plus par les associations, ils ne passent plus par des dirigeants, ils ne passent plus par des partis politiques. Ah non, c'est fini. Ils semblent répondre à un mouvement de pensée qui mobilise les individus d'un seul coup aux quatre coins du globe, sans qu'apparemment aucune structure extérieure n'y ait donné vie. Et ça, c'est un des plus grands progrès de la télépathie du mental concret ces dernières années. Ça n'existait pas auparavant. Et je ne sais pas si vous vous souvenez combien il y avait eu des articles dans la presse pour s'interroger sur ces soi-disant mouvements qui naissent de nulle part et dont on ne peut même pas dégager un leader avec lequel on pourrait travailler. C'était très très intéressant à l'époque. Et puis cette télépathie mentale, c'est aussi une possibilité d'accord qui nous permet de reconnaître chez d'autres une idée que nous avons en commun, au-delà des détails qui peuvent parfois diviser. Et surtout même parfois au-delà de l'impossibilité de s'accorder avec les personnes elles-mêmes à cause d'égos un peu trop prédominants. Mais sentir qu'au-delà de tout ça, il y a accord vibratoire et syntonisation des idées entre elles. Et puis on peut également citer comme exemple notre capacité à attirer d'une manière ou d'une autre un élément de réponse à une problématique qui nous préoccupe. Par exemple en ouvrant un livre au hasard. Tout ce qui nous arrive est fonction de notre réalité vibratoire qui est capable de s'accorder instantanément à l'équivalent au sein du champ éthérique. Vous pouvez voir combien cette conception ouvre considérablement le champ de la télépathie. Alors, à travers les trois types de télépathie que nous venons de voir, éthérique, émotionnelle, mentale, il y a un point commun qui témoigne constamment de leur présence dans notre quotidien. Ce sont les expressions du genre « Ah ben j'ai l'impression que », ou bien « j'ai la sensation que », ou « j'ai l'intuition que », ou « tiens, comme par hasard, je tombe sur telle info », ou « comme par hasard, je tombe sur telle personne qui me dit que », etc.
Ça, c'est le point commun. Parce que si nous nous observons, nous pouvons voir combien souvent nous utilisons ces expressions, même simplement pour nous-mêmes. Et ça met en évidence un point fondamental de la télépathie. La télépathie est une forme subtile de toucher et on peut la relier à tout ce qui nous fait impression. La télépathie peut être décrite comme la science de l'impression. Alors, bien sûr, nous sommes conscients d'être impressionnés par tout ce que nous voyons, parce que nous entendons, parce que nous lisons, par toutes les informations objectives que nous recevons, par les influences directes que nous connaissons. Mais nous ne réalisons pas toujours clairement combien nous sommes aussi impressionnés à distance par un grand nombre d'informations, de vibrations que nous ignorons et dont nous sommes les jouets. Dans ce flux permanent d'informations qui nous touchent, de multiples possibilités de manipulation peuvent se frayer un chemin jusqu'à nous. La fabrique de l'opinion publique, comme nous venons de le voir, c'est un art que certains manient avec brio. Mais si certains dénoncent ou mettent en évidence les nombreuses manipulations par l'intermédiaire des médias, il y a des manipulations qui sont beaucoup plus pernicieuses, qu'on ne voit pas forcément, et dont nous n'avons pas conscience, et qui nous impressionnent pourtant à notre insu. Et ces manipulations, elles nous impactent directement. Et nous les décodons comme des évidences que nous adoptons, persuadés que c'est en toute liberté, en toute autonomie que nous pensons, agissons ou réagissons de telle façon. Combien de fois soutenons-nous une position sans avoir de réels arguments pour l'étayer? C'est ce que Étienne Klein appelle la militance. Il dénonce le fait que nous défendons des points de vue ou des courants de pensée alors qu'il nous manque totalement la compétence pour les comprendre. Et donc chaque fois que nous soutenons une position de surface, nous répondons sans nous en rendre compte à une impression que nous faisons nôtre, sans avoir pris le temps d'en percevoir l'origine et d'en comprendre les incidences. Mais nous restons persuadés que c'est en toute liberté et en toute autonomie et en grande intelligence que nous adoptons ce point de vue, alors que c'est seulement quelque chose qui nous plaît et qui du coup nous est automatiquement servi sur le plateau éthérique. C'est impressionnant, non? Cas de le dire. Alors, on voit bien à quel point le développement de la télépathie mentale exige de développer notre discernement et notre capacité d'analyse pour identifier et choisir les niveaux et les zones d'impression auxquelles nous souhaitons vraiment nous soumettre consciemment. En effet, si la télépathie mentale que nous venons d'évoquer est reliée au mental concret et à l'émotionnel, l'intérêt fondamental de la télépathie mentale tient à l'existence du mental abstrait, dans la capacité de se laisser impressionner par les vibrations de ce mental, d'apprendre à fonctionner dans le réseau qui interrelie tous les penseurs. Et c'est cette télépathie qui a un intérêt fondamental dans le fonctionnement des serviteurs du monde. C'est l'apprentissage de cette télépathie qui va permettre aux humains d'ouvrir leur réceptivité aux impressions plus subtiles qui proviennent des réseaux abstraits. Alors pour comprendre la place et l'importance de la télépathie mentale dans notre sujet, les rendez-vous du service, nous devons vraiment saisir son rôle en rapport avec le travail de service effectué par les serviteurs du monde. Alors cherchons donc à comprendre en quoi la télépathie est fondamentalement utile à ces serviteurs du monde. Il y a 2 mois, lors de notre fraternelle randonnée, le titre de la conférence d'il y a 2 mois, nous avons parlé du nouveau groupe des serviteurs du monde et de leur rôle. Alors, sans reprendre tout ce que nous avons dit à ce sujet, reprécisons certains points en lien avec notre sujet d'aujourd'hui. Ce groupe de serviteurs se compose donc d'un ensemble de personnes qui, dans chaque pays, cherchent à faire progresser de plus justes relations au cœur de la société où ils vivent. Certains, conscients d'appartenir à ce groupe subjectif, orientent leur existence de façon à collaborer au mieux à cette tâche. D'autres ignorent totalement la réalité même de ce groupe, mais ils en grossissent néanmoins les rangs parce qu'ils œuvrent au mieux-être planétaire. Tous sont mus par une même impulsion à servir le bien commun et contribuent ensemble à une union vibratoire des consciences qui, rappelons-le, circule sur le champ éthérique planétaire. La dynamique créatrice, impulsée par ce groupe,
témoigne d'une transformation profonde, comme nous l'avons vu, dans l'exercice du pouvoir créatif des humains, sur l'évolution du monde et des rapports entre terriens. En effet, dans les siècles passés, l'humanité comptait toujours sur des hommes providentiels ou exceptionnels pour promouvoir de nouvelles idées. Et dorénavant, cette fonction est assurée par ce groupe subjectif. Le progrès est devenu désormais affaire de groupe et non plus du tout affaire individuelle. Ces serviteurs, évidemment, ne sont pas du tout des mystiques déconnectés du monde matériel. Ils ont une perception très aiguë de la réalité humaine et des différents domaines, dans lesquels ils peuvent apporter leurs compétences pour faire progresser l'ensemble. Et tous, en étant très conscients des nécessités du monde extérieur, eh bien, ils ont une perception claire des idées à incarner pour soutenir l'évolution, parce qu'ils savent que ce sont les idées qui font avancer le monde. Et ainsi, leur travail, c'est de se consacrer à traduire la partie du plan qu'ils perçoivent comme essentielle pour concourir à l'évolution collective. Comme nous l'avons déjà évoqué, ces serviteurs du monde se regroupent autour de 9 pôles d'attraction essentiels. 9 thèmes fondamentaux qui détiennent les clés de la civilisation de demain. Et selon leur sensibilité spécifique, ils appartiennent subjectivement à l'un des 9 groupes, que ce soit dans le domaine de la télépathie, de la guérison, de la politique, de la religion, de la finance, etc. Nous découvrirons tous les groupes au fur et à mesure de l'année. Et dans chaque domaine, ces groupes s'efforcent de mettre en évidence les idées nouvelles à valeur d'ensemble, afin d'ensemencer la société de nouvelles visions qui feront croître l'unité sur Terre. C'est pourquoi d'ailleurs on les appelle quelquefois des groupes semences. Ils sont répartis partout dans le monde. Certains se connaissent, mais ce n'est pas pour autant qu'ils se côtoient physiquement. Mais la plupart ne se connaissent pas du tout. D'où l'extrême importance du réseau télépathique, qui n'a nul besoin de listing d'adresse mail, qui n'a pas besoin de listing de numéro de téléphone, ni même d'un numéro vibratoire dans l'annuaire télépathique, comme le proposait déjà Raymond Debos il y a 50 ans. Nous insistons donc sur le caractère subjectif de ces groupes parce que c'est là un aspect tout à fait nouveau. En effet, jusqu'ici, tous les groupes qui ont existé, qui existent encore, sont des groupes d'activité, des groupes de mise en œuvre d'un projet, qu'il s'agisse de projets familiaux, qu'il s'agisse d'entreprises, de projets associatifs. Il s'agit toujours de se rassembler pour faire, pour construire matériellement quelque chose ensemble, proposer des solutions concrètes. Mais aujourd'hui, les nouveaux groupes subjectifs n'œuvrent pas forcément ensemble sur le plan manifeste. Non. Ils ne cherchent pas à faire ensemble, mais à être ensemble sur les réseaux de la pensée et à traduire ensemble les idées qui porteront le monde de demain. Et ils travaillent essentiellement avec l'aspect conscience. Et donc ce sont des groupes constructeurs des plans d'avenir. Ils ne s'appuient plus du tout sur les vibrations du désir, comme les groupes matériels, mais cherchent à répondre aux impulsions mentales présentes sur les niveaux éthériques du plan physique cosmique. Le rapport est beaucoup plus qualitatif que quantitatif ou formel. Ce sont donc des groupes semences à partir desquels un nouveau monde va pouvoir se dessiner et s'ancrer progressivement. Alors, quand il y a 2 mois, nous avions évoqué le travail de ces serviteurs du monde, nous avions vu qu'ils travaillaient selon 3 axes. Contrebalancer les forces négatives, accroître l'unification et la cohésion de groupe, et enfin, présenter, enseigner les idées nouvelles au sein des activités humaines. Voilà ce sont les 3 points. Le mois dernier, avec la conférence Sauf qui veut, nous avons insisté sur ce que voulait dire contrebalancer les forces négatives, pour entrevoir comment sauver le monde des vibrations lourdes qui l'engluent. Aujourd'hui, la télépathie nous amène à développer quelque peu les 2 autres points. Tout d'abord, accroître l'unification et la cohésion de groupe. Les groupes qui nous sont familiers au quotidien, qu'il s'agisse d'entreprises, d'associations ou d'ONG, ont une identité définie. Ils reposent sur une organisation, sur une structure, sur des statuts, sur des réseaux d'échange et de communication. Ils existent physiquement et ils ont une visibilité concrète.
Et d'ailleurs, il nous est très difficile de concevoir comment il pourrait en être autrement, c'est évident. Mais qu'en est-il des groupes subjectifs? Eh bien, ce sont des groupes qui n'ont pas du tout d'organisation apparente. Ils n'ont pas de statut, ni de siège social. Ils se constituent uniquement par affinité vibratoire. Et ils sont maintenus ensemble par une structure intérieure de pensée et par un courant télépathique qui les interrelie sans cesse. Une structure intérieure de pensée et un courant télépathique qui les interrelie sans cesse. Il n'y a que ça. Donc vous voyez, leur structure, ça n'est qu'une structure de pensée commune qui définit un champ d'influence dans un domaine spécifique. Les échanges télépathiques entre les membres ne sont évidemment pas d'ordre émotionnel, mais concernent les échanges sur le plan mental, sur le plan de l'âme. Et donc on comprend donc bien pourquoi l'unification et l'accroissement de la cohésion de groupe, ça passe avant tout par une sensibilité télépathique. Parce qu'en fait, il n'y a que ça qui maintient la cohésion du groupe. C'est l'unité vibratoire qui maintient la cohésion de ce groupe. La télépathie supérieure a aussi d'autres avantages, comme par exemple de se dégager des barrières de la langue. Et ça c'est important puisque les serviteurs sont répartis partout dans le monde, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et par conséquent, répartis partout sur le champ éthérique global, c'est intéressant de voir qu'il y a forcément toutes sortes de langues parmi tous ces serviteurs. Or, dans la télépathie supérieure, ce qui circule sur le champ éthérique, ce ne sont pas des mots, ce sont des vibrations qui traduisent des principes, des lois et des grandes idées. Et donc ça se passe en amont du mental et de sa mise en forme. Et à chacun ensuite de traduire ces vibrations abstraites en idées à valeur pratique et qui apparaîtront alors dans la langue du chercheur ou du serviteur en question pour pouvoir se diffuser. Le second avantage aussi d'une télépathie, se situant en amont du mental concret, c'est qu'elle n'est pas entachée des savoirs, des détails et des récupérations partisanes, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, et de tous les a priori de chacun, qu'ils soient culturels ou autres. Donc la télépathie, c'est vraiment pas le moyen d'acquérir des connaissances, mais de parvenir ensemble, en commun, et par le fait même que nous sommes groupe, à la connaissance partagée. C'est ce à quoi aboutit l'unification et l'accroissement de la cohésion de groupe, la connaissance partagée. Je voudrais aussi vous évoquer un souvenir amusant qui date de 1968. Et donc, en 1968, est apparu un dessin animé absolument extraordinaire pour l'époque, qu'on appelait les Shadocks. Les Shadocks, c'était des petits volatiles, des oiseaux complètement stupides à qui il arrivait toutes sortes de mésaventures. Et ils étaient bêtes, et de l'autre côté, il y avait donc des sortes de petits animaux à quatre pattes qu'on appelait les gibis. Bon. Autant les Shadocks étaient bêtes, autant les gibis étaient intelligents. Et pourquoi les gibis étaient-ils très intelligents? En fait, les gibis, ils avaient chacun, sur la tête, un petit chapeau melon. Bon. Et en fait, les gibis étaient très intelligents parce que dès qu'un gibi se posait une question, dès qu'un gibi se posait un problème, il mettait la question et le problème dans son chapeau et il réfléchissait. Et comme tous les chapeaux de tous les gibis communiquaient, tous traitaient exactement la question et le problème en même temps. Si bien que non seulement le problème était vite résolu, mais en plus il était enrichi par l'apport de chacun. Et ça devenait à chaque fois une solution tout à fait géniale. N'est-ce point-là, je vous le demande, l'origine de l'expression « travailler du chapeau ». Eh bien, si la télépathie c'est travailler du chapeau, ensemble, vous voyez ce qu'il nous reste à faire. Parce que là, avec cet exemple, on est vraiment en pleine télépathie. C'est ça. Il s'agit véritablement, vous voyez, de capter, de décoder, de mettre en commun les idées qui sont développées par certains pour être mises à la disposition de tous sur le réseau sans risque de contresens. Et voilà pourquoi le premier des 9 groupes qui constituent le grand groupe des serviteurs du monde se nomme le groupe des télépathes. La télépathie et la science de l'impression, ce sont les 2 caractéristiques fondatrices du fonctionnement des groupes subjectifs. Ça, c'est vraiment important. Il est donc fondamental qu'un nombre croissant d'individus
développe cette espèce d'internet supramental et conscientise ce fonctionnement en réseau. Or, paradoxalement, la télépathie semble absente de tous les circuits d'enseignement. Si on regarde, on dit non, on ne voit pas de traces. Mais en fait, cet enseignement existe bel et bien. Nous pouvons même affirmer qu'il ne cesse de croître depuis des décennies. Mais nous ne le repérons pas parce que nous en restons toujours à une certaine définition du mot télépathie, envisagée uniquement sous l'angle d'un déplacement d'informations d'un individu à l'autre, et reste donc très très éloigné de la notion d'impression. Mais si nous saisissons bien le rapport qui existe entre l'impression et la télépathie, et que nous remplaçons même le mot télépathie par le mot impression, nous découvrons à quel point certains types d'apprentissage actuels enseignent divers aspects de la télépathie. Pour nous en rendre compte, voyons les différentes tâches dont s'occupe justement ce groupe des télépathes. Eh bien, ils cherchent à familiariser le public et le monde scientifique avec le corps éthérique global, à montrer l'importance de ce réseau méconnu sur lequel circulent tous les états de conscience de l'humanité, de beaucoup d'autres choses aussi. Comme on peut le voir, de plus en plus de scientifiques comme Nassim Haramein et beaucoup d'autres s'efforcent de démontrer cela. Et puis, à un niveau plus peut-être quotidien, beaucoup de thérapeutes travaillent aussi dans ce sens. Démontrer ce réseau. Deuxième point, fort de cet enseignement, les télépathes doivent aussi montrer qu'à chaque seconde, nous enrichissons, nous polluons ce réseau avec tout ce que nous vivons et que nous recevons le plus souvent inconsciemment toutes les impressions qui émanent de ce réseau en fonction de notre capacité de réceptivité. Oui, mais au quotidien, on s'en aperçoit puisque c'est justement de cela que témoignent nos impressions, nos sentis, nos intuitions ou nos pressentiments. Troisième point, le groupe des télépathes s'efforce également de mettre en évidence que c'est par la science de l'impression que le plan et les idées nouvelles parviennent à l'humanité et enseigne la science de l'impression supérieure. C'est ce qui est en cours à travers les enseignements sur la méditation, qui est essentiellement un processus d'impression ou de télépathie entre l'âme et le mental, et entre les âmes. Quatrième point, on pourrait dire que le groupe de télépathes, il sensibilise à la capacité de recevoir et d'émettre de mental à mental, réalisant ainsi une véritable unité mentale qui permettra au groupe de penser d'une seule tête. Là aussi, c'est ce que réalisent de plus en plus de nombreux groupes, en apprenant à penser et à formuler leurs pensées ensemble. Donc ça s'enseigne bel et bien. Alors, à l'avenir, il y aura peut-être la fondation subjective d'une école de télépathie à laquelle l'humanité sera sensible, même de façon inconsciente. Mais comme nous pouvons le voir, déjà il y a beaucoup de choses qui sont à l'œuvre pour amener la télépathie comme véritablement un enseignement, sans que ça se fasse remarquer comme tel. Donc, comme on peut le voir, l'importance de ce groupe de télépathes est essentielle. Parce qu'on pourrait dire que c'est de la compréhension et de la mise en pratique de la science de l'impression et de la télépathie que dépend le succès de tous les autres groupes composant le nouveau groupe des serviteurs du monde. Mais naturellement, comme tous les autres groupes sont déjà au travail, ça signifie qu'ils sont déjà télépathes et que le travail de ce premier groupe a déjà largement fait son effet et qu'il se répand de plus en plus donc à travers les autres groupes. Voilà donc comment la télépathie, la science de l'impression, s'opère pour accroître l'unification et la cohésion du groupe. C'est vraiment un point important. Voyons donc maintenant comment il fonctionne à travers la troisième fonction des serviteurs du monde, présenter, enseigner les idées nouvelles pour qu'elles s'appliquent au sein des activités humaines. Alors c'est là justement le rôle fondamental des 9 groupes et de la science de l'impression. De quelle manière intervient-elle pour aider à recevoir les idées nouvelles et pour les diffuser? Avant d'étudier le rôle de la télépathie et de l'impression sur le monde des idées, il est important d'ouvrir une petite parenthèse sur la provenance des idées et de tout ce que cela implique d'une conception globale de l'univers. La question de l'origine des idées n'est pas nouvelle.
Et les réponses opposent généralement les philosophes. Si certains, comme Platon, sont persuadés que les idées préexistent à l'homme, qu'elles sont émises depuis un point qui lui est extérieur, et qui se contente, lui, de les capter, de les traduire, d'autres philosophes soutiennent qu'elles prennent naissance à l'intérieur du cerveau humain, car il ne saurait exister rien d'autre à l'extérieur. Les écrits ésotériques vont évidemment du côté de la pensée de Platon. Les idées fondamentales nous préexistent avant même d'être formulées. Et si nous en sommes les passeurs, nous n'en sommes nullement les auteurs. Mais on se rend bien compte que cette conception pose problème à beaucoup, parce qu'elle suppose d'accepter l'existence de consciences prodigieuses qui se déploieraient au-delà du règne humain, en amont du règne humain, et qui pensent supérieurement pour pouvoir ensuite transmettre les idées à l'humanité. Ça implique, mine de rien, de souscrire à l'idée que l'histoire humaine s'inscrit au sein d'un plan planétaire, qui lui-même des plans du système solaire, qui lui-même est une parcelle d'une intention encore plus vaste dont nous ne savons rien, et ainsi de suite jusqu'à l'infini, ou du moins jusqu'à la fin de nos capacités de perception ou d'imagination. Autrement dit, il faut reconnaître que l'humain est une cellule d'un organe humanité situé dans un organisme Terre, qui n'est lui-même qu'un organe d'un organisme plus vaste, le système solaire, le tout dans un développement fractal expansif, etc., etc. Et pour que tout fonctionne bien, il faut reconnaître cette interdépendance en chaîne. Et cette idée, si on la met à notre échelle, il faut bien se rendre compte, ça montre combien il importe, par exemple, qu'une cellule de notre foie soit totalement au service du foie. Et que le foie lui-même soit au service de notre corps, lui-même au service de l'être conscient que nous sommes, si nous voulons pouvoir évoluer sans trop de désordre intérieur sur le plan physique. Et cette image, qui concerne évidemment tous les plans, nous permet de comprendre tout de suite que nous n'apprécierions pas du tout que la cellule du foie invente ses propres façons de vivre, désorganisant complètement la survie de l'organe de foie qui déciderait du coup de se réorienter et de faire autre chose dans sa vie. Et donc, mettant en l'air complètement l'organisme tout entier. Or, c'est ce que nous faisons bien souvent. Nous trouvons normal que les règnes subhumains répondent aux lois de la nature et à nos besoins. Mais nous oublions totalement de nous considérer nous-mêmes comme un organe de l'organisme Terre. Or, tout dans l'univers répond à cette chaîne d'organe à organisme. Et c'est cette grande chaîne qui fait naître des lois. Parce qu'il y a un rapport fondamental entre loi et organisme. Qu'est-ce que c'est qu'une loi ? Une loi, c'est tout simplement l'effet produit par la vie d'une grande entité ou d'un organisme, à partir du moment où il intègre dans son processus vital une entité plus petite, un organe si vous préférez. Et donc c'est le rapport entre organe et organisme qui produit des lois. Et cette loi impose alors la volonté de l'organisme à l'organe, qui évidemment ne peut pas y échapper. C'est ainsi par exemple que les lois de notre galaxie régentent le système solaire, qui lui-même impose des lois aux planètes de son système, et que chaque planète fait de même avec tout ce qui vit en son sein. Et c'est ainsi que les animaux, les végétaux et les minéraux répondent aux lois de la planète Terre. Tout le monde le fait, tout le monde. Sauf l'humanité, qui coupe la chaîne et qui ne se reconnaît pas comme un élément d'un processus d'ensemble. Parce qu'avec le développement du mental, les humains ont appris à faire des plans par eux-mêmes. Et ils ont substitué leurs plans au plan global et leurs lois aux lois du système. Nul besoin d'appartenir à une chaîne. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est que s'il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas de loi. Et s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'idée. Puisque toute idée est un fragment intelligible d'une loi. Toute idée est un fragment intelligible d'une loi. Et vous voyez pourquoi, avant d'aborder la question des idées, il était indispensable de préciser cette immense chaîne de transmission d'organisme à organe, qui décline des lois, puis des idées, et relie les mondes. Alors l'humain doit cesser d'être le grand interrupteur du circuit électrique et se reconnaître comme maillon de la chaîne. Sinon, s'il ne se reconnaît pas, et s'il ne reconnaît pas ce qui existe au-dessus de lui, du coup, il n'y a rien qui peut l'aspirer.
et il n'a plus qu'à vivre enfermé dans l'illusion de son propre monde d'idées. Et c'est là que nous pouvons constater une énorme dichotomie dans la pensée humaine. Parce que du point de vue de la science physique, le processus de la grande chaîne de vie est parfaitement reconnu et compris, avec toutes les idées, les lois qui en découlent et que les scientifiques découvrent à chaque fois. Et donc, la conséquence de cette compréhension de cette chaîne de l'univers, c'est le développement technologique. On comprend de mieux en mieux les lois et tout ce qu'on peut en faire. Mais du point de vue de la conscience, une grande partie de l'unité ne se réinsère pas dans la chaîne de conscience, s'obstine à fonctionner en vase clos, et du coup ignore totalement les lois et les idées de cette grande chaîne. Et les progrès de la conscience humaine, du coup, sont bien loin des progrès de la science. Cette dichotomie, elle est bien mise en évidence dans les films de science-fiction, dans lesquels on voit souvent une technologie de l'avenir triomphante, basée sur des connaissances physiques de l'univers absolument fantastiques. Mais toutes ces avancées sont utilisées par une humanité toujours dotée d'une conscience demeurée au stade du cow-boy. Là, on voit bien, c'est vraiment sans arrêt mis en scène, cette dichotomie entre les deux. Et donc, pour que l'humanité se hisse sur l'échelle des progrès de conscience, aussi haut que le point atteint sur celle des progrès technologiques, il est temps qu'elle cesse d'être un isolant, qui arrête le courant d'informations émis par les consciences subtiles dont nous dépendons. Mais pour ce faire, l'humanité doit quand même surmonter une difficulté majeure. Son rôle ne consiste pas à répondre aux lois fondamentales d'une manière instinctive, comme le font les règnes subhumains. Ce serait trop simple. Non, l'humanité doit apprendre à y répondre en pleine conscience. Or, tant qu'elle cherche à s'autonomiser, tant qu'elle développe une conscience d'indépendance, elle ne peut concevoir d'autres lois que les siennes propres. Bon, heureusement, aujourd'hui, cependant, des millions de personnes ont dépassé ce stade et sont en recherche donc de connexion avec une dimension supérieure. Et alors, par rapport à toutes ces personnes qui cherchent à se reconnecter, on pourrait se demander, mais comment fonctionne la chaîne de connexion par impression? Est-ce qu'on en a une idée? Eh bien, comme nous l'avons vu tout à l'heure, tout organisme conscient fonctionne à la fois comme récepteur des informations en provenance d'un organisme plus grand et comme émetteur vis-à-vis des organes qui le composent. Traduit en langage de télépathie, ça veut dire que tout organisme est impressionné par ses contacts supérieurs et impressionne à son tour tous ceux qui lui sont subordonnés. Cette double polarité d'impression, c'est une loi qui gouverne la circulation de l'information du macrocosme au microcosme et nul n'y échappe. Ainsi, à notre échelle, l'esprit de la Terre, la conscience de la planète Terre, que nous nommons Shambhala, est impressionné par des énergies reliées à notre Soleil, à certaines constellations, à la planète Vénus. Il y a d'autres influences qui nous échappent et n'ont pas du tout de sens pour nous. Autant vous dire tout de suite, nous n'avons évidemment aucun moyen de démontrer ces propos parce que ce genre d'impression est totalement au-delà de nos possibilités de contact. Là, nous faisons juste des relais des enseignements pour illustrer l'immense chaîne d'impression dans laquelle nous sommes insérés. Prenons-le donc comme une hypothèse. Et donc cet esprit de la Terre, Shambhala, impressionne à son tour le groupe des maîtres de sagesse et des initiés qu'on appelle la hiérarchie. Et ce groupe est également impressionné par d'autres sources d'énergie, dont celles par exemple qui sont reliées dans le système solaire au moment des pleines lunes, et notamment par l'énergie diffusée lors de la fête du Vésak et la pleine lune du Taureau. Et c'est à ce niveau de passage de relais que prend place le groupe des serviteurs du monde, intermédiaire entre la hiérarchie et l'humanité. Sa fonction l'invite à se laisser impressionner par les énergies conscientes supérieures pour pouvoir les traduire et les diffuser de la manière donc la plus appropriée. C'est précisément ce que nous avons à faire ce printemps, et tous les printemps lors des pleines lunes du Bélier, du Taureau et des Gémeaux, qui représentent le sommet spirituel de l'année. On appelle ça justement le sommet du contact spirituel. C'est lors de ces moments que nous avons à nous présenter en tant que groupe,
cherchant à nous faire impressionner par les énergies essentielles qui viennent des sphères de conscience supérieures. Donc, en tant que participants à ce groupe des serviteurs du monde, le printemps est l'occasion de nous laisser impressionner par le plan planétaire, qui est une énergie substantielle, dynamique et inspiratrice. Comment faire? Par la méditation. Parce que comme nous l'avons dit tout à l'heure, la méditation est une technique fondamentale d'impression. Pour un scientifique, c'est en maintenant le mental à l'écoute dont les vibrations les plus abstraites du mental et au-delà que les idées qu'il cherche vont s'imprimer. Pour nous, nous y parvenons en maintenant le mental dans la lumière de l'âme et de ses deux autres qualités, l'amour et la volonté. Quand nous cherchons le contact avec l'âme, réalisons bien que nous le faisons en tant que groupe subjectif. Et que c'est en tant que parcelle d'un ensemble que nous faisons ce travail. Une fois le contact établi avec l'âme, une fois imprégné de ses qualités, il s'agit donc de maintenir le fonctionnement mental réceptif et actif au sein de la lumière de l'âme. Quand on dit que l'âme est lumière, c'est parce qu'elle est connaissance du plan. Elle est vision claire de ce qui doit être. Alors le mental est silencieux, à l'écoute, comme s'il cherchait à entendre l'inaudible. Mais en même temps, il est vif, disponible et fixé sur ce qui cherche à l'impressionner. Alors attention, parce que certains dans la méditation confondent l'état de réceptivité avec la passivité. Et le mental est alors non pas réceptif, mais endormi, et incapable de percevoir quoi que ce soit. D'ailleurs, souvent, ça se suit d'un certain endormissement. Il est donc important de maintenir le mental très éveillé, silencieux et actif. C'est quelquefois trois mots qui peuvent paraître paradoxaux quand on cherche à travailler au niveau du mental, mais pourtant, ça fonctionne très bien. À ce stade, le mental ne doit surtout pas chercher à traduire par des mots ce qu'il reçoit. Parce qu'il est vraiment indispensable de respecter un temps important d'impression. Un temps de pause pour que l'imprégnation soit effective. Pas quelques secondes, plusieurs minutes chaque jour. Alors, sans que nous le réalisions d'emblée, le mental est petit à petit fertilisé avec des impressions nouvelles. Et il devient sensible et réceptif à des idées qui lui étaient étrangères auparavant. Alors, si ensuite rien ne nous vient immédiatement, il est bon de se souvenir d'un certain nombre de choses. Tout d'abord, que nous ne faisons pas ce travail d'impression pour en avoir des résultats immédiats et personnels. On a beau le savoir, ça nous revient quand même. D'autre part, qu'il faut laisser du temps à ce travail d'impression. Il nous viendra sans doute quelque chose, mais plus tard. Il faut laisser du temps à l'interaction des chapeaux. Et puis, certaines idées ne s'actualisent qu'en fonction des nécessités du terrain ou des nécessités du moment. Sinon, ce n'est pas la peine. Et puis, si vraiment rien ne nous vient, il faut réaliser que c'est peut-être en fait parvenu à d'autres personnes du groupe. Parce que nous avons participé à un processus de recherche globale. Et peut-être ailleurs dans le groupe, certaines personnes sont en train de décoder ce travail auquel chacun d'entre nous a participé. Ne nous croyons pas obligés de devoir tout décoder nous-mêmes à chaque fois. Ce qui est perçu est parfois trop vague, souvent pour être formulé. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que de toute façon, tout cela, c'est le début d'un processus. En effet, pour parvenir à plus de précision, le mental doit à son tour faire impression sur le cerveau. Là aussi, c'est une impression. Ainsi, progressivement, les impressions reçues de l'âme peuvent être formulées en pensée. Et ça, c'est une chose à laquelle on ne pense pas forcément. On pense qu'entre le mental et le cerveau, c'est un fonctionnement automatique. Mais il n'en est rien. D'où l'importance de parler de ses ressentis et de ses méditations ou de les écrire. L'obligation de mettre des mots est la meilleure manière de développer le rapport d'impression entre le mental
et le cerveau. Avec de l'entraînement, nous construisons alors, sans nous en rendre compte, une sorte de réservoir de pensée, issu d'impressions auxquelles nous sommes de plus en plus sensibles. Le plan est alors la substance dynamique du contenu de ce réservoir de pensée. Et c'est ce qu'on appelle la fontaine de connaissances. C'est une fontaine à laquelle on peut puiser lorsque c'est nécessaire. C'est de là, en fait, que viennent les idées dont on se demande quelquefois, mais d'où elles nous viennent. Je ne l'avais jamais dit auparavant. Et en fait, elles font impression sur nous parce que nous les avons préparées sans même nous en rendre compte lors de nos méditations. Alors, dans cette présentation de la science du contact et de l'impression, pourrait laisser croire que tout passe par l'individu, notre méditation. Mais il n'en est rien. En fait, il est indispensable que l'individu construise son outil mental, établisse les connexions entre le mental concret, l'âme, le mental concret, le mental abstrait et le cerveau, entre le cerveau et l'âme, etc., pour que les nouvelles pensées puissent être traduites. Mais une fois qu'on a atteint ce stade, il est encore plus indispensable de comprendre qu'en fait cet avènement de nouvelles idées, c'est en réalité véritablement un processus de groupe. En effet, à la façon d'une grande antenne collective, c'est seulement parce qu'un groupe est nombreux qu'il peut être impressionné en même temps par les vibrations à l'origine des idées venues sur les plans subtils. C'est seulement parce que l'antenne globale existe que l'émission peut être reçue avec suffisamment de puissance pour être reconnue jusque dans les cerveaux humains. Chacun essaie ensuite de traduire au mieux les idées qu'il perçoit abstraitement, et c'est alors que l'information initiale est souvent colorée, voire déformée par le mental concret de chacun. Et ça, il faut le savoir, pour éviter de donner trop d'importance aux interprétations particulières, ou aux détails qui diffèrent inévitablement entre les individus, pour reconnaître le principe, la même impulsion mentale de départ, qui se trouve derrière toutes les diverses interprétations, et s'unir sur cette pensée pour renforcer l'unité de groupe, parce que les détails divisent. Eh bien, c'était grâce à ce contact établi sur le réseau mental global que nous communiquons de mental à mental, de mental à cerveau, avec tous les autres serviteurs du monde, et c'est ainsi que nous donnons force et cohérence à l'idée en cours d'expression. Alors, quand nous étudierons des groupes à l'apparence plus concrète, parce que là, la télépathie, c'est vraiment un groupe abstrait, mais quand on étudiera des groupes qui travaillent dans l'éducation, la politique, la science, l'économie, etc., on pourrait être étonné de ne pas percevoir non plus de traces tangibles de leur action. Mais l'explication réside dans ce que nous avons expliqué tout à l'heure par rapport au groupe, à savoir que c'est un travail de télépathie intérieure, de mental à mental, et qui ne laisse rien apparaître à l'extérieur, laissant croire que rien ne se passe. Et pourtant, dans tous ces domaines, régulièrement, apparaissent des idées nouvelles qui n'appartiennent à personne et qui s'imposent progressivement dans le monde. L'intérêt des idées nouvelles et la condition de leur acceptation par le monde, c'est qu'elles soient reprises par un maximum de personnes qui s'en fassent l'écho. Alors rappelons que les groupes dont nous parlons sont des groupes subjectifs et que naturellement, il n'est pas utile du tout d'être physiquement à plusieurs pour participer à ce travail. Ce travail peut parfaitement s'accomplir seul chez soi, physiquement isolé, mais éthériquement, mentalement et essentiellement relié. Relié à tous ceux qui s'engagent dans ce service mondial. C'est avant tout un travail de conscience, exigeant une motivation claire et un alignement conséquent. Alors on pourrait dire, mettons-nous au travail. Ouais. Alors tout ça peut paraître un peu complexe et déconnecté de notre quotidien. Mais si l'état du monde nous désespère, il est utile de savoir que ce qui se passe à l'arrière-plan, sans que nous n'en ayons véritablement conscience, est vraiment important. Contrairement à ce que l'on pense parfois, il ne se passe pas rien. Il ne se passe jamais rien. Rien n'existe pas, comme dirait Frédéric. Et plutôt que de désespérer,
ce qui ne fait d'ailleurs pas avancer le schmilblick, eh bien, ça peut nous inciter à rejoindre le groupe des travailleurs à l'œuvre, à méditer en cherchant à se faire impressionner dans le silence et l'écoute, sans rien attendre personnellement de cette participation active à ce qui ne se voit pas. Et puis, il est important aussi de savoir que le travail des serviteurs du monde ne s'organise pas sur Internet, mais transite par l'impression télépathique. Et que nous pouvons tous, par conséquent, en être des acteurs, sans pour autant être inscrits sur une liste particulière. Nous avons tous accès en libre service à ce réseau. Est-ce que vous vous rendez compte combien finalement la science de l'impression peut être considérée comme la science fondamentale de la conscience? Depuis l'involution jusqu'à l'évolution, l'humanité grandit en conscience grâce aux impressions qui viennent de toutes parts. Que ce soit des impressions qui viennent de la famille, de l'éducation, du milieu, de l'époque dans laquelle on vit, du pays, des amis, des collègues, de la nature, des événements mondiaux, puis dans l'évolution de l'âme que nous sommes, des énergies zodiacales, des rayons. Mais ce n'est que par un ensemble d'impressions que nous parcourons la courbe d'involution et d'évolution. Nous sommes en télépathie permanente sur tous nos corps, avec tout, et on ne s'en rend même pas compte. Mais plus on est en contact avec l'âme, et plus on devient justement consciemment sensible à toutes ces séries d'impressions. En effet, il est important de comprendre que la sensibilité à l'impression est un phénomène normal et naturel qui s'opère en parallèle du développement spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'un humain est en contact conscient avec l'âme, il commence à exprimer les qualités d'amour de l'âme et développe automatiquement une sensibilité supérieure. Il peut alors devenir comme un aimant qui attire à lui les idées essentielles et amène dans son champ de conscience des aspects du plan. Ces impressions ne sont pas du tout des connaissances à acquérir ou à apprendre, non, pas du tout. Elles arrivent dans son champ de conscience parce qu'il a créé une aura magnétique qui les invoque et les amène au niveau de son mental. Cette aura magnétique commence à se former, chacun d'entre nous, dès les premiers contacts avec l'âme. Et elle grandit à mesure que les contacts deviennent de plus en plus fréquents, jusqu'à ce qu'ils deviennent un état de conscience habituel. Et c'est cette aura qui constitue le fameux réservoir de substance mentale dont nous avons parlé tout à l'heure. Et c'est là que se trouve la clé de la véritable connaissance et de tous les échanges entre toutes les idées qui peuvent nous parvenir et toutes celles avec lesquelles nous pouvons impressionner ensuite. Donc nous avons tous à devenir un centre magnétique de lumière et de connaissance en devenant capable de maintenir notre aura magnétique dans un état de réceptivité. Elle invoque alors constamment des impressions supérieures qu'elle peut ensuite évoquer en une mise en œuvre pour le service du monde. Et comme par hasard, nous retrouverons là aussi la technique d'invocation et d'évocation qui fait partie aussi de ce grand champ de transmission télépathique des énergies contactées et redistribuées. Et si l'impression est la science fondamentale de la conscience, c'est aussi parce qu'elle est la science fondamentale de la sensibilité, la science des 7 sens réunis, comme nous avons vu tout à l'heure. Et donc comprendre le processus d'impression télépathique, c'est développer une sensibilité à tout ce qui nous entoure. C'est accroître notre capacité à reconnaître, à enregistrer et à réagir à tous les phénomènes qui nous impressionnent au quotidien. Ça nous invite à surveiller ce à quoi nous sommes sensibles, ce qui s'imprime sur nous. Car si la télépathie supérieure n'est pas encore une pratique courante et répandue, l'impression émotionnelle, elle, est constante. Alors pour ce faire, entraînons-nous à distinguer les deux aspects de toute impression sensible.
le contact et l'impact. La différence entre contact et impact, c'est facile d'arriver à le voir au niveau émotionnel, au niveau relationnel. Nous faisons clairement la différence entre la prise de contact avec quelqu'un et l'impact que cette prise de contact peut avoir sur nos sensations, notre mental, notre existence. Ok. Mais savons-nous faire cette différence quand il s'agit d'un contact avec des idées, ou un contact avec l'âme, ou avec un groupe subjectif? Sommes-nous capables de repérer la façon dont nous sommes impactés? Apprendre à reconnaître constamment dans notre quotidien tout ce qui nous impressionne, tout ce avec quoi nous sommes en contact, et découvrir quels en sont les impacts, les répercussions individuelles et collectives. C'est aussi un travail de service pour réussir à mettre de la conscience sur les mouvements énergétiques qui traversent le monde et chercher à se diriger au mieux dans ces flots qui nous conditionnent si nous ne les repérons pas. Cherchons donc à identifier les impacts qui résultent de tous nos contacts, à repérer les qualités constructrices ou destructrices, et l'état vibratoire involutif ou évolutif dont ils témoignent, pour ne pas perdre le fil de notre alignement. Par exemple, comment contactons-nous les énergies béliers? Sur quel corps percevons-nous un impact? Et qu'en faisons-nous au service de l'ensemble? Je vous propose de méditer sur tout ça.